À moins d'un mois du divorce, Boris Johnson met la pression sur l'Union européenne. Le Premier ministre britannique a proposé une alternative sur le sort de la frontière irlandaise, tout en rappelant que le Brexit aurait lieu, quoi qu'il arrive, le 31 octobre prochain. En tournée pour défendre sa réforme des retraites, le président se met en scène avec le haut-commissaire Delevoye, une réforme controversée et une tournée d'Emmanuel Macron qui s'inscrit de plus en plus comme un hyper-président. Les réseaux sociaux, nouveau terrain de jeu du fisc. Dans le projet de loi de finances 2020, le gouvernement veut autoriser l'administration à traquer les fraudeurs sur les plateformes numériques. Une collecte de masse pas au goût de la CNIL. Madame, Monsieur, bonsoir. On débute cette édition avec l'attaque à la préfecture de police de Paris. Ce jeudi après-midi, un individu a attaqué au couteau des fonctionnaires dans les locaux de la direction du renseignement. Sur les 5 personnes attaquées, 3 fonctionnaires de police et un agent administratif ont été tués et l'assaillant a lui aussi été abattu dans la cour de la préfecture. Il s'agirait d'un agent administratif affecté à la direction du renseignement de la préfecture de 45 ans, né en 1974 à Fort-de-France en Martinique. Les motifs de l'attaque sont encore flous. La préfecture de police reste extrêmement prudente sur une possible piste terroriste. Il pourrait en effet s'agir d'un règlement de compte. Ses collègues évoquant des relations compliqué avec son chef de service. Évidemment, nous vous donnerons davantage d'informations concernant cette attaque au couteau dans nos prochaines éditions. Et dans le reste de l'actualité, Boris Johnson abat ses dernières cartes à moins d'un mois de la date butoir. Le Premier ministre britannique a dévoilé son offre finale pour régler notamment la question de la frontière irlandaise. Une offre rejetée par l'Union européenne alors que les jours sont comptés. Il s'agit certainement de la dernière proposition de Boris Johnson. Mercredi, le Premier ministre britannique, en délicatesse sur le plan national, a dévoilé son offre finale à Bruxelles. Une proposition qui devrait permettre d'arriver à un compromis juste et raisonnable selon les propos du chef du gouvernement britannique. À moins d'un mois de la mise en œuvre annoncée du Brexit, Boris Johnson a soumis à l'Union européenne des propositions constructives et raisonnables, à même d'ouvrir la voie à un nouvel accord, notamment concernant le principal point de blocage, à savoir le sort de la frontière nord-irlandaise. Alors que le backstop a toujours été rejeté, le nouveau compromis de Bojo prévoit que l'Irlande du Nord conserve les réglementations de l'UE pour tous les biens pendant une période de transition de 4 ans qui pourrait être renouvelée si elle le souhaite. En revanche, la province britannique reste dans la même zone douanière que le Royaume-Uni, sans rétablissement de la frontière physique. Les contrôles douaniers seraient ainsi réalisés de manière décentralisée avec des déclarations électroniques et un nombre très réduit de contrôles effectués dans les locaux des entreprises concernées. Le juste plan, selon le président des Patriotes, Florian Philippot. Je crois que c'est une offre extrêmement raisonnable et que Boris Johnson, d'ailleurs, la preuve, a réussi à convaincre une majorité parlementaire. Voilà, donc on voit que lui, il est pragmatique, il veut absolument faire respecter la volonté populaire, celle qui s'est exprimée par référendum, c'est-à-dire faire le Brexit dans les temps, le 31 octobre, il s'y tient, c'est tout à son honneur. Et on voit qu'en face, les seuls qui bloquent, ce sont les dirigeants de l'Union européenne, mais c'est logique parce que pour eux, la seule solution convenable, c'est qu'il n'y ait pas de Brexit, c'est-à-dire qu'on trahisse le peuple. Donc on voit bien là le conflit entre ceux qui sont démocrates, ce côté Johnson, et ceux qui ne le sont pas, côté Union européenne. Un plan audacieux, mais qui n'a pas convaincu les dirigeants européens qui vont devoir maintenant décider s'ils engagent des discussions sur cette base afin d'éviter un no deal le 31 octobre. Il faut dire que le temps presse pour les deux parties et surtout pour l'Union européenne, car cette offre finale de Boris Johnson a été flanquée d'un ultimatum. Devant son parti réuni pour son conclave annuel à Manchester, Boris Johnson s'est de nouveau dit déterminé à consommer le divorce, quoi qu'il arrive. When what people want, what Leavers want, what Remainers want, what the whole world wants is to be calmly and sensibly done with the subject and to move on. And that is why we are coming out of the EU on October the 31st, come what may. And today in Brussels we are tabling what I believe are constructive and reasonable proposals, which provide a compromise for both sides. We will, under no circumstances, have checks at or near the border
in Northern Ireland. De quoi renvoyer la patate chaude dans le camp européen. D'ailleurs, si le plan n'a pas été accepté, il n'a pas non plus été rejeté. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a même reconnu des avancées positives. De quoi laisser entrevoir une sortie dans les temps, selon Florian Philippot. Moi, je pense que ça se fera dans les délais, parce que Boris Johnson est un homme courageux, qui respecte son peuple. Et l'Union européenne, de toute façon, au bout d'un moment, va devoir revoir ses prétentions à la baisse, parce que la seule perdante serait elle. C'est-à-dire que je rappelle que la France comme l'Allemagne ont un excédent commercial avec le Royaume-Uni. Et donc, si on ne veut pas se tirer une balle dans le pied, aussi bien côté français que côté allemand, on a intérêt à ce que ça se passe bien avec le Royaume-Uni. Et ça, je crois que Boris Johnson le sait. Donc moi, j'ai pas d'inquiétude. Ceux qui gagnent à la fin sont ceux qui ont montré le plus de résistance et ceux qui ont été du côté de leur peuple. Et c'est exactement ce qu'a fait Boris Johnson. Emmanuel Macron défend sa réforme des retraites. Flanqué du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, le président était ce jeudi dans l'Aveyron pour débattre sur un texte qui ne manque pas de susciter la controverse. Mais au-delà de la réforme, c'est bien le style présidentiel omniprésent qui pourrait commencer à agacer Olivier Frère-Jacques. Un débat dans une salle des fêtes à Rodez dans l'Aveyron, c'est le plan com choisi par le président de la République pour défendre sa réforme des retraites. Et pour cette petite sortie, le pensionnaire de l'Élysée est accompagné du haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, dont l'habileté politique sera utile dans ce dossier épineux. En effet, ce dernier, transfuge des Républicains, a pour fait d'armes notoire d'avoir fait élire un maire PS contre son propre parti pour lui succéder à Bapaume dans sa mairie du Pas-de-Calais. C'est donc avec cet homme de confiance que le président a choisi de lancer ce qu'il appelle une grande concertation, comprendre une tournée présidentielle aux relents électoraux à travers la France, qui ne manquera pas d'être critiqué à seulement quelques mois des élections municipales. Les petits plats dans les grands pour une réforme que le président veut majeure dans son quinquennat et pour laquelle il entend éviter de voir les syndicats faire front commun contre le gouvernement. Avec la CFDT à sa botte, le président s'est déjà assuré une part du travail, mais il faudra encore repartir à la conquête d'une partie de l'opinion. La réforme vise, elle, à fusionner les régimes de retraite en un système universel à point pour 2025. Un texte qui ne manquera pas d'opposition, comme l'a montré celle des avocats qui sont parmi les grands perdants et qui seront amenés à payer pour les autres alors même que leur régime était tenu rigoureusement. Le vote de la réforme devrait intervenir en juillet prochain et semble donc plus que jamais lié aux élections municipales. Le président, lui, entend en tout cas prendre les choses en main, quitte à passer pour un hyper-président. L'hyper-président, la formule, ressortie des placards, date de la période Sarkozy. Période pendant laquelle était allègrement reproché au président des gesticulations médiatiques et politiques, parfois stériles, et qui dénotait avec son prédécesseur peu réputé pour son activité débordante en matière de politique intérieure. Chez Emmanuel Macron, l'omniprésence semble à présent être la voie choisie. À la peine au niveau international, le jeune président n'hésite plus à prendre la place qui revient au Premier ministre, selon l'esprit de la Constitution. Un pari risqué, alors que le Premier ministre Philippe bénéficie d'une cote de popularité supérieure à la sienne et qu'un échec au municipal l'affaiblirait grandement et risquerait de mettre en péril sa fameuse réforme des retraites. Les réseaux sociaux, nouvelle arme du fisc. Pour lutter contre la fraude, l'administration veut traquer les fraudeurs sur les plateformes numériques comme Facebook ou Twitter, mais aussi les sites comme Le Bon Coin. Une nouvelle étape dans la surveillance informatique. Facebook, Twitter, Amazon ou encore Le Bon Coin, les réseaux sociaux et autres sites de petites annonces pourraient devenir le nouveau terrain de jeu du fisc. Pour lutter contre la fraude fiscale, le gouvernement et plus particulièrement Bercy prévoit d'autoriser l'administration à collecter en masse des informations publiées sur les réseaux sociaux et les sites marchands. C'est en tout cas écrit noir sur blanc dans l'article 57 du projet de loi de finances de 2020 qui sera débattu à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Concrètement, le fisc pourra récolter le contenu des plateformes numériques, photos de vacances, de voitures de luxe ou des achats dispendieux, tout pourra être retenu contre vous. En effet, si votre train de vie apparaît selon l'appréciation des agents du fisc, supérieur à vos déclarations de revenus, vous pourriez faire l'objet d'un contrôle. Le gouvernement entend également lutter contre les fraudeurs et les commerçants en ligne non déclarés. Une collecte de masse en ligne parfaitement assumée par l'exécutif, mais pas au goût de la Commission nationale informatique
informatique et liberté, la CNIL. Cette dernière a rendu un avis très critique lundi soir, mettant en garde contre une possible atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Un avis largement partagé par les membres de l'opposition qui dénoncent une forme de Big Brother gouvernemental. Pourtant, l'exécutif tente de se défendre en minimisant la portée de l'article pour le moins litigieux. Des recherches ciblées par mots-clés, seules les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes pourront être analysées et données détruites au bout de 30 jours s'il n'y a rien à signaler. Malgré ces justifications, les contours du dispositif sont très flous. En effet, le mécanisme de Bercy soulève des enjeux très particuliers du point de vue des libertés, surtout compte tenu de la multitude d'informations engrangées sur les réseaux sociaux. Aucune précision n'a été apportée à ce sujet alors même que bon nombre d'informations n'ont pas grand-chose à voir avec le fisc. Ainsi, le ratissage pourrait largement dépasser ce cadre et laisser craindre des dérives ou des abus. Autre risque, celui du piratage informatique. Un risque réel puisque le ministère des Affaires étrangères a déjà été victime d'une attaque de ce type en décembre dernier, ayant compromis les données personnelles de plusieurs milliers de personnes. Ainsi, si la CNIL reconnaît les quelques garanties apportées comme le fait que ce ne soit qu'une expérimentation sur 3 ans et que les données jugées non essentielles soient supprimées au bout d'un mois, cela ne suffit pas, selon elle, à garantir la proportionnalité entre les libertés des citoyens et l'objectif visé, le mal récurrent de la République en marche. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Session de rattrapage pour Sylvie Goulard. L'ancien ministre d'Emmanuel Macron n'a pas obtenu le feu vert des députés européens pour devenir commissaire. Elle devra à présent répondre à de nouvelles questions avant une possible seconde audition. À l'exception de la coalition des libéraux-démocrates, Renew Europe, à laquelle appartient le parti présidentiel, tous les groupes ont émis des réserves sur sa nomination. L'ancien ministre français a en effet un lourd passif et traîne comme un boulet une vilaine affaire d'emploi fictif du temps où elle était au MoDem, ainsi qu'une rémunération versée par un think tank états-unien alors même qu'elle était députée. Lors de son audition, la tête d'affiche des Républicains aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, l'a interpellé sur l'affaire des emplois fictifs, affaire qu'il a écartée du pouvoir en France mais qui pourrait bien ne pas l'empêcher d'atteindre une des fonctions suprêmes de l'Europe bruxelloise. Une première charge qui a été suivie de nombreuses autres de la part de parlementaires de tous bords. Les États-Unis de Donald Trump devraient bel et bien taxer le vin français, alors que la menace d'une telle taxation était revenue sur le devant de la scène à plusieurs reprises. C'est bien 7,5 milliards de dollars de produits européens, dont le vin, qui devrait être taxé à compter du 18 octobre prochain. Une riposte de Washington en réponse à l'affaire des subventions obtenues par Airbus au détriment de Boeing. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a dénoncé une erreur économique et politique et suggère une résolution à l'amiable du contentieux Boeing-Airbus, arguant un risque du développement de l'industrie aéronautique chinoise. Le ministre transfuge des Républicains joue ainsi la carte du bloc occidental contre la Chine. Après avoir tenté de gonfler les muscles devant Washington, la résolution de ce conflit devrait une nouvelle fois montrer la soumission de Paris et Bruxelles aux géants états-uniens. Ça s'agite toujours autant à droite. À défaut de prendre le pouvoir, les droites cherchent à tout prix à se donner un nouveau souffle. Après la convention de la droite avec Marion Le Pen, c'est au tour de Patrick Buisson de lancer une initiative qui aurait pour nom La Cause, du nom de son ouvrage, La Cause du peuple. L'initiative, qui se veut politique et culturelle, serait menée de concert avec différents acteurs associatifs et médiatiques comme Éric Zemmour. Alexandre Benalla à l'assaut de Saint-Denis, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, toujours mis en examen dans 2 affaires dont celle des violences du 1er mai, songerait à se présenter aux élections municipales dans cette ville de Seine-Saint-Denis. C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre sur les réseaux sociaux avec des photomontages évocateurs expliquant avoir un certain succès chez les jeunes issus de l'immigration. Alexandre Benalla ne s'interdit rien, selon ses dires, et a été aperçu à plusieurs reprises à Saint-Denis. Rendez-moi mon château. Les Hohenzollern, famille des rois de Prusse, déclenchent une impériale polémique outre-Rhin en revendiquant la restitution ou la jouissance de certains biens leur appartenant. Et la famille est dans son bon droit à regarder du côté des règles juridiques de la propriété. Un bon droit que leur contestent certains esprits chagrins qui remettent en cause l'intégrité politique d'une partie de la famille au milieu du siècle passé.
Proust fait la une de l'actu. 9 nouvelles inédites de l'écrivain parisien ont été dévoilées. Elles constituent un ensemble d'écrits de l'auteur à ses débuts. Le recueil de ces nouvelles s'intitule « Le mystérieux correspondant et autres nouvelles » et est publié aux éditions de Fallois. Et cela 100 ans après l'obtention du Goncourt par l'auteur pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». L'année 2019 apparaît en tout cas riche en inédits, puisqu'en mai dernier, c'est un inédit de Drieux-La Rochelle qui avait été publié par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez notre Zoom du jour. Agnès Thiel, élue députée avec l'étiquette de La République En Marche, mène désormais son combat à l'Assemblée nationale en tant que députée non inscrite après avoir été exclue du groupe majoritaire. Elle revient sur ses prises de position sur le texte de loi de bioéthique et nous livre les secrets de La République En Marche. Je constate que Blandine Brocard, qui a exprimé un discours magnifique, elle a dit clairement, debout, dans l'hémicycle, pourquoi elle pensait qu'il y avait nécessité d'avoir un père pour un enfant. Eh bien, immédiatement, Ambroise Méjean, qui est le président des Jeunes avec Macron, immédiatement a tweeté en lui disant « On est d'accord avec le président ou partez, madame ». Immédiatement. C'est vous dire la tolérance de ce mouvement. C'est ça qui me pose problème, parce qu'Emmanuel Macron se montre tolérant, et peut-être l'est-il d'ailleurs. Comment peut-on juger que ce qu'il dit est faux? Mais en dessous, il y a un mouvement, et les gens ne se rendent pas compte du côté sectaire et de l'intolérance de ce mouvement. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure reviennent sur la convention de la droite et se focalisent sur le cas Éric Zemmour. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Olivier Frère-Jacques. Bonsoir. C'est curieux, 2 fois dans la même journée, j'ai entendu les mêmes doléances de gens de mon âge, ou presque, puisque leur retraite est imminente, un cafetier et un agriculteur. L'agriculteur parlait avec nous sur un petit pont qui mène au jardin. Il a dit « je devrais prendre ma retraite, mais je peux pas. Si j'arrête, je suis obligé d'arrêter aussi le GAEC. » Et mon employé part au chômage. Et là, curieusement, il se plaint devant nous, non de devoir rester en activité, mais d'être confronté à un jeune qui travaille bien quand il travaille, mais qui ne veut pas travailler en dehors des heures prévues, et le pire, qui ne veut pas s'engager, nous dit-il, c'est-à-dire déjà être intéressé au sort de l'affaire, il veut pas sacrifier ses week-ends, mais en fait c'est encore pire, il veut pas se limiter à cette activité d'élevage en se spécialisant, en investissant, en prenant des responsabilités. Il a toujours l'air de me dire, nous raconte ce monsieur, je vais pas faire ça toute ma vie, t'es pas fou, etc. Donc il se rêve toujours autre chose. Eh ben moi j'ai fait ça toute ma vie, nous dit-il, et donc quand il me parle comme ça, j'ai toujours l'impression que je suis un pauvre type, mais j'ai surtout l'impression d'entendre une conséquence du discours macronien, parce que s'il me dit qu'il veut pas rester ici parce qu'il a envie de réussir, il me signifie clairement que moi j'ai pas réussi, et que je fais partie des gens qui ne sont rien, si tu vois ce que je veux dire. Alors on a beau s'entendre très bien dans le boulot, me dit-il, quand il me parle de ce qu'il a envie de faire ailleurs, c'est comme si j'entendais la télé qui lui parle à l'oreille et qui lui dit « Allez, va vivre à Toulouse en colocation avec des branleurs comme toi pour passer des castings de télé-réalité, pour devenir quelqu'un de mégatique, va trimer pour t'acheter une Audi sur 5 ans avec un salaire minable, tout ça pour séduire une pétasse dont le père possède des supermarchés, et tout ça en tripotant ton téléphone sur WhatsApp sans arrêt. »
Et le pire, me dit ce monsieur, c'est qu'il s'engage pas non plus avec sa copine. Il ne la quitte pas, mais il répète tout le temps qu'il n'est pas question de se marier avec elle. C'est tout juste s'il te dit pas « je mérite mieux que ce genre de fille ». Et là, le patron du café, à qui j'ai raconté la scène une heure après, m'a dit « ma serveuse, c'est exactement pareil. Elle fait tout très bien, tout en te disant qu'elle vaut mieux que ça, qu'elle fera autre chose bientôt, qu'elle va partir. Mener quoi? Une autre vie, une vraie vie ailleurs. Mais tu m'as compris, quand on est à la fois fille d'agriculteur et concubine d'un mécanicien, quand on passe sur sa vie sur TF1, à peine rentré à la maison à 18h, eh ben on finit, comme tu dis, à Toulouse, au Pôle emploi, et puis on finit surtout par avoir 40 ans, à force de pas vouloir s'engager, à force de faire de l'intérim partout toute sa vie. On n'a plus de chez soi parce qu'on a dit merde à ses parents, on a quitté son Jules dont on disait je vais pas passer ma vie avec lui, il est pas assez bien pour moi. Et c'est là que tu vois revenir ces idiotes au village à 40 ans, et enfin de toute façon moi, me dit-il, je m'en fous, je serai plus là. Et elles viennent avec un fils de 8 ou 9 ans, hyper mal élevé, qui passe son temps chez l'orthophoniste, et c'est là que le maire de Campagnol est obligé de trouver un boulot à cette mère, un boulot au département, alors que moi, si elle était restée serveuse, ben je lui vendais mon affaire en viager, mais elle continue à me dire, alors là, très peu pour moi. Et je me sens, comme tu dis, je me sens comme une merde, parce que ce qui n'est pas assez bon pour elle, moi, ça a été toute ma vie. En attendant, moi j'ai des enfants, j'ai une affaire, j'ai un boulot et je paye pour l'entretenir dans ses rêves, elle, avec ma CSG. Et là, dans sa conclusion, il s'adresse à cette jeunesse en général, il leur dit « il faut redescendre sur terre, mes enfants, parce que là, l'atterrissage va pas se faire en douceur et les boulots au département, vu ce qui s'annonce, c'est fini ». Comme quoi, alors là, c'est moi qui parle, deux personnages assez éloignés l'un de l'autre tiennent deux discours identiques. Ça vaut quand même tous les instituts de sondage, ça trouble un peu. Abonnez-vous, merci. Ils ont osé. Dernièrement, s'est tenue pour la première fois à Boston, aux États-Unis, sur la côte Est, fief progressiste, une marche des fiertés hétérosexuelles. Avouons que l'idée nous démangeait depuis un petit moment, mais nous n'avions rien fait, ce qui signifie que démangeaison n'est pas action. Ce sont finalement quelques courageux Américains qui ont franchi le pas et qu'ils en soient remerciés. Monsieur Hugo, tiens, peut-être le petit-fils de Victor, Monsieur Hugo, l'initiateur de la marche, nous explique sa démarche. Les hétérosexuels sont une majorité opprimée. Nous nous battrons pour le droit des hétérosexuels du monde entier d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement ni la haine. L'objectif ? Obtenir la tolérance pour tout le monde et pas seulement pour les LGBT, QRZW, WKYZ et autres lettres de l'alphabet. C'est simple, mais il fallait y songer. Aussitôt s'est mis en branle le système politico-médiatique pour attaquer à la hache cette audacieuse initiative. Les bien-pensants sont allés scruter le profil des organisateurs et ont révélé au monde entier la vérité. Ces organisateurs sont tous des racistes, des suprémacistes, des nationalistes, tous au pilori, et que ça saute, que diable. Et puis, oser proclamer que l'hétérosexualité est brimée, n'est-ce pas scandaleux? Pas tant que ça, messieurs les bien-pensants. Vous en connaissez, vous, beaucoup de stars d'Hollywood qui font leur coming out à l'envers, qui se disent fiers d'aimer leur femme? Vous trouvez vraiment que l'homme blanc, au regard charmeur et protecteur, à la Clark Gable ou à la Cary Grant, a le vent en poupe aujourd'hui? Non, mais... Et au fait, vous êtes quand même dans une vraie problématique, messieurs les opposants à la marche des fiertés, car vous savez que, oui, on est quand même libre de manifester. Vous êtes pour la liberté, donc on est pour la liberté de manifester. Mais peut-être quand même l'idée de manifester dans une ville comme Boston, très libertaire, vous trouvez que ça fait désordre et vous le dites. Et qu'en pense le maire de cette bonne ville libertaire? Il en pense qu'aux États-Unis, on est libéral jusqu'au bout, je le cite.
On ne peut pas refuser une autorisation basée sur les valeurs d'une organisation. C'est ce qu'il explique. Je ne comprends rien à son explication, mais ça n'est pas grave, c'est son explication. En tout cas, l'on voit bien que les élites ont un esprit embrouillé, car elles proclament la liberté, mais une liberté très conditionnelle et surtout pas accordée au monde hétérosexuel pour qu'il manifeste. En France, quoi qu'il arrive, les hétéros pourraient toujours courir longtemps avant d'avoir leur autorisation de manifester pour faire une fierté hétérosexuelle. Pourtant, je vois d'ici le tableau sur les Champs-Élysées, le défilé, bras dessous, de l'Amicale des pères de famille, de l'Association des amateurs de la gent féminine, soutenu par le Club des gentilshommes galants et le Comité des courtois chevaliers. Proclamons à pleine voix dans la rue leur dévotion à la femme, à la mère, à l'épouse. Mais cela aurait une allure folle, mais cela m'excite follement. Bon, du calme, calmons-nous, calmons-nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.